pas pouvoir se retrouver cette semaine puisque vous allez être en révision. Je vous propose un petit cours rapide de révision qui va durer une dizaine de minutes, je pense, avec quelques conseils pour préparer votre bac. Voilà, comme ça, ceux qui ne pourront pas venir pendant la semaine des vacances, eh bien, ils auront quand même les derniers conseils avant de se lancer dans la composition, puisqu'on est à moins d'un mois des épreuves. Donc, je vous propose d'organiser ce petit cours Internet en 3 temps. Un premier temps sur la méthode, rappel de la méthode de la compo de géo, rappel de la méthode de la compo d'histoire, rappel de la méthode de l'étude critique de documents à partir d'une étude critique de documents qu'on a déjà étudiée, rappel de la méthode du croquis. Ensuite, une petite révision rapide des contenus de géographie et des contenus d'histoire. Pour vous montrer que, en tout cas en géographie, il y a beaucoup de points communs entre les chapitres qui vous permettraient de reconstruire vos plans assez facilement. En histoire, c'est un peu plus difficile, mais on verra quand même qu'il y a des points communs qui permettent de regrouper ces chapitres et de les croiser les uns avec les autres. Alors, on commence tout de suite avec la méthode de la composition. Bon, vous en avez fait pas mal en géographie. C'est pas très compliqué, mais il ne faut pas oublier des éléments clés. Pour l'introduction, vous ferez très attention à bien définir les termes du sujet. Ne pas partir dans une introduction qui présenterait uniquement le contexte géographique et qui poserait la problématique. Par exemple, le continent américain, un continent entre tension et intégration régionale, vous définirez évidemment tension et intégration. Pour faire une bonne définition, pensez toujours à ma grille de lecture géographique, c'est-à-dire le culturel, l'économique, le politique. L'environnemental, là, il y a moins de tension autour de ça, mais ça permet de montrer une diversité de tensions pour ces 3 raisons. Et toujours, quand on définit un terme en géographie, on peut imaginer aussi de parler des échelles. Que ces tensions, elles se retrouvent à différentes échelles. Et l'intégration, c'est exactement la même chose. Intégration politique, les organisations régionales, intégration économique, les flux, intégration culturelle, les migrations, et intégration à différentes échelles. À l'échelle continentale, à l'échelle sous-continentale, à l'échelle régionale. Voilà. Donc pour l'introduction, on se souvient bien de définir les termes du sujet. On pose la problématique. Pour le développement, en géographie, c'est clé. Pour construire votre développement, pensez toujours à 2 choses. Les échelles. Un plan par échelle, ça fonctionnera souvent bien. Et ma grille de lecture, politique, économique, culturelle, environnementale. Là encore, quand vous croisez échelle et grille de lecture, vous pouvez faire beaucoup de sujets. C'est le cas en particulier pour les territoires de la mondialisation, puisque là, on a clairement un plan par échelle. Mais si on pense à Chine-Japon, on a là encore un plan par échelle, et à l'intérieur de chaque échelle, quand on est à l'échelle régionale, on va avoir du politique, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation, de l'économique, la compétition économique entre les deux. On pourrait penser évidemment à du culturel, même si là c'est moins important, mais dans l'économique, la volonté aussi de dominer la région. Et quand on arrive à l'échelle mondiale, compétition politique, c'est clair, l'ONU pour la Chine, le Japon, le réarmement, compétition économique, 2 puissances économiques avec des atouts différents, et compétition culturelle, le cool Japan d'un côté, et puis la Chine, la diaspora chinoise, mais pas que. Okay, donc pensez bien pour construire votre plan à ces échelles et à ces grilles de lecture. C'est fondamental. Dans le développement, vous n'oublierez pas une transition, une introduction au début de chaque partie, une transition à la fin de chaque partie, et vous ne sautez de ligne qu'entre 2 grandes parties, pas à l'intérieur d'une partie. Maintenant, le plus d'une copie de géo, ça va être de développer des exemples géographiques précis. Pour cela, il y a 2 choses. D'abord,
Vous pouvez, en géographie, décrire des paysages. Si vous avez des photos de paysages en tête, des photos d'un espace, vous voulez montrer la puissance économique de la Chine, eh bien, vous pouvez décrire un grand port chinois, comme on a vu en cours, le port de Ningbo, par exemple. Vous pouvez décrire une skyline de ville. Ça fait de la géographie. Et sinon, ne les apprenez pas tous, évidemment, mais allez lire sur mon site quelques exemples géographiques récents, notamment pour les tensions. Je parle beaucoup de la Chine, mais il y a beaucoup ça, hein, les tensions entre la Chine et ses voisins, les questions sur le développement de l'Afrique, l'insertion de l'Afrique dans la mondialisation et puis les difficultés du continent africain. Sur l'Amérique latine, il y a moins de choses, mais tout de même, les Maras, on en a parlé récemment, la Colombie, voilà. Vous avez là des exemples de l'actualité qui, normalement, peuvent être développés en quelques lignes. C'est ça qui fera le plus d'une copie. Et ensuite, on passe à la conclusion. Donc, pour la compo en géographie, si on résume, on pense par échelle, on pense par grille de lecture, d'accord? Et on n'hésite pas à développer des exemples géographiques. Pourquoi pas aller jusqu'à de la description de paysage? Ça peut être bien. Et on pensera à intégrer un petit croquis quand on le connaît pour une partie. Je vous avais dit un croquis par copie de géo, pas plus, parce que sinon vous ne pourrez pas développer de texte. Voilà pour la partie composition en géographie. Maintenant, composition en histoire. De la même manière, il faut bien définir les termes du sujet. En histoire, c'est plus simple, les termes du sujet, à part le premier cours, historien et mémoire, c'est un petit peu complexe, mais sinon, il y a souvent l'idée de puissance qui va revenir, l'idée d'État qui va revenir, et l'idée de gouvernance, gouvernement. Donc, on pense toujours à définir les termes du sujet, et autre aspect important dans une introduction d'histoire, le contexte. On va parler du contexte chronologique, c'est-à-dire des bornes chronologiques du sujet, en leur donnant du sens. Voilà. Ensuite, le développement en histoire. Toujours une introduction, une transition, un saut de ligne entre les grandes parties. Pour construire votre plan, si vous faites la synthèse de tous vos sujets, vous vous rendrez compte que c'est quelque chose de très chronologique. À part pour le cours sur le Moyen-Orient. Même si à l'intérieur des parties, dans le cours sur le Moyen-Orient, on retrouve cette chronologie. Et si à nouveau vous faites le bilan de tous vos cours, vous allez vous rendre compte que ces cours commencent à peu près tous à la fin de la Seconde Guerre mondiale et se terminent quasiment tous aujourd'hui. Et que dans ces cours, on observe une décennie décisive commune, la décennie 70. Pour les mémoires, les années 70, c'est la redécouverte de la collaboration. Pour les États-Unis, les années 70, c'est un certain affaiblissement de la puissance américaine. Pour la Chine, les années 70, c'est la naissance d'une puissance économique. Pour le Moyen-Orient, les années 70, c'est très important, c'est la naissance de l'islamisme politique avec la révolution de 1979 en Iran. Pour la gouvernance française, les années 70, finalement, c'est le début du retrait de l'État, avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 81, mais dès avant lui, Valéry Giscard d'Estaing en 74, avec une politique plutôt libérale. Pour l'Europe, notre cours commence après, donc on ne s'intéresse pas aux années 70, mais il y aurait des choses à dire. Et pour la gouvernance économique mondiale, les années 70, c'est les années du néolibéralisme. Donc cette décennie 70, elle est décisive, quel que soit le sujet. Et ensuite, on a souvent une deuxième fracture qui est au début des années 2000, ou à la chute de l'URSS. Bon, ça dépend des sujets. Voilà, donc 70, chute de l'URSS et milieu des années 2000, 2005, qui peut constituer un point de rupture avec plus de gouvernance. Bon. Pour votre développement, de la même manière, essayez de développer des connaissances avec des exemples précis. Pour cela, il faut bien maîtriser quelques exemples et quelques dates clés des cours, mais pensez aussi à des connaissances de culture générale que vous pourriez avoir. Je pense en particulier à la question de la Chine, je pense à la question des États-Unis, je pense à la question du Moyen-Orient. Vous savez des choses sur ces sujets,
Et même si ce n'est pas toujours très contextualisé, il vaut mieux dire que ne rien dire du tout parce que c'est pas contextualisé. Hein. Vous avez des éléments, pensez-y dans vos copies. Maintenant, j'arrive au deuxième grand exercice, qui finalement est le croquis. Le croquis, vous avez dû vous en rendre compte si vous avez commencé à essayer de les apprendre. Ce qui est le plus dur à apprendre dans un croquis, à mon avis, c'est la légende. Il faut faire bien attention à la légende. Cependant, toutes les légendes de tous les croquis ont des choses en commun. Elles sont très souvent thématiques, sont toujours thématiques d'ailleurs, et elles reprennent quasiment tout le temps l'intitulé du croquis pour construire les parties. Par ailleurs, il y a des éléments permanents qui se retrouvent dans tous les croquis. C'est une représentation des États selon leur niveau de développement, avec toujours 3 catégories: les États du Nord, riches et développés, les émergents en forte croissance économique, et les États plus en difficulté, avec parfois une 4e catégorie qui sont les États en retard de développement, les PMA. Bon, donc des États qui doivent être représentés selon leur niveau de développement. Ça, c'est la première chose dans toutes les cartes qu'on retrouve. Deuxième chose qui se retrouve dans toutes les cartes, c'est la présence de métropoles. Parce que les métropoles, elles sont au cœur du processus de mondialisation. Ce sont les moteurs de la mondialisation. Donc, quelle que soit la carte, il vous faudra citer des métropoles. Donc, apprenez bien à localiser et à nommer des métropoles dans vos croquis. Et enfin, dans toutes les cartes, vous aurez des flux à représenter. Donc, connaissez bien les grands types de flux. Finalement, on va avoir le flux immatériel, information, finance, surtout entre les pôles de la triade. Les flux matériels, cette fois-ci, où on va avoir produits manufacturés d'un côté, c'est-à-dire les produits fabriqués, et dans l'autre sens, les produits de matières premières aussi. Et enfin, les mobilités humaines, c'est-à-dire les migrations et les flux touristiques. Ces flux, pensez toujours à les représenter. Et vous représentez aussi quelques crises qui permettent d'expliquer les difficultés de développement dans ces États. Voilà pour la construction de vos croquis. Attention à la légende et pensez bien, État selon le niveau de développement, métropole, flux. Maintenant, nous allons passer à l'étude critique de documents. Pour l'étude critique de documents, j'ai choisi de reprendre une étude critique que vous aviez faite en cours, qui est une étude critique de géographie que vous retrouveriez dans le livret mars-juillet à la page 64 jusqu'à la page 69 pour le détail de cette correction. Cette étude critique de documents, pour vous la remémorer rapidement, elle concernait la Chine et le Japon, les concurrences régionales et les ambitions mondiales, et on vous disait, en confrontant les deux documents, vous mettrez en évidence les ambitions et les concurrences régionales et mondiales de la Chine et du Japon. Alors, dans une étude critique de documents, qu'est-ce qu'on fait absolument dans une introduction? Dans une introduction, on présente les documents. Rapidement, on cite les sources, mais on ne les développe pas le thème de chaque document. Ça va rester relativement synthétique. Cependant, ce qui est essentiel en histoire comme en géographie, c'est la présentation du contexte des documents. De quel contexte datent-ils? Sont-ils du même contexte? Et il faut préciser ce contexte. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a présenté les documents et le contexte, on pose une problématique, toujours, qui est en rapport avec cette consigne. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais c'est dur pour faire le plan. Effectivement. Alors, même chose que pour la composition, pour faire votre plan, il faut commencer par essayer de voir de quel thème parlent les documents. Et quand vous allez voir de quel thème parlent les documents, en géographie, vous allez vous rendre compte que souvent, il y a le thème politique, économique, culturel, environnemental qui ressort. Eh bien, cette grille de lecture par thème, ça va vous aider à faire un plan. Et deuxièmement, là c'était le cas, on avait
deux documents de deux échelles différentes. Il y avait un document qui présentait la Chine et le Japon dans un contexte plutôt mondial et régional de l'Asie du Sud-Est. Puis il y avait un deuxième document qui parlait des tensions entre la Chine et le Japon autour des îles Senkaku. Donc là, un contexte régional, des tensions entre la Chine et le Japon. Eh bien, à nouveau, cette question des échelles, liée à cette question des thèmes, vous permet de faire un plan. Et je vous avais donné en correction un plan possible pour ce sujet-là, qui était finalement un plan par échelle. On pouvait dans un premier temps montrer les concurrences à l'échelle régionale, et dans un deuxième temps les tensions à l'échelle mondiale, et à nouveau faire de l'économique, du politique et du culturel. Voilà, donc pensez à ça pour réaliser vos plans en géographie, les échelles et mes grilles de lecture. En histoire, essayez de bien analyser les thèmes des documents. Essayez dans chaque partie de pouvoir croiser les deux documents pour pas qu'il y ait une partie 1 sur le document 1 et une partie 2 sur le document 2. Essayez de montrer des évolutions de la chronologie. D'accord? Et ensuite, si vous avez vraiment du mal à trouver un plan cohérent, appuyez-vous sur le plan de votre cours. Et essayez de voir en quoi le plan du cours permet d'expliquer le document. Ensuite, pour la rédaction, ce qui est absolument mais essentiel, c'est de citer clairement le document entre guillemets. Et toujours cette démarche, je décris mon document et je l'explique avec des connaissances du cours. Donc je cite le document et je donne des connaissances du cours. Si vous ne faites que donner des connaissances du cours sur le sujet sans citer le document, vous aurez une mauvaise note. Si vous faites que citer le document sans apporter de connaissances du cours avec les concepts clés du cours, de la même manière, ça ne pourra pas marcher. Donc souvenez-vous bien, pour la géographie, grille de lecture, les échelles, croisez les documents le plus possible et pour l'histoire, s'inspirer du plan du cours quand on n'a pas d'idée pour expliquer les documents et en tout cas toujours penser à des évolutions chronologiques. Voilà. La conclusion, vous rappelez la problématique et vous faites une petite phrase de conclusion en montrant que vous avez compris le sujet et vous pouvez aller un peu plus loin des documents. Dernière chose, sur cette étude critique de documents, très souvent on vous parlera des limites. Eh bien les limites, c'est une critique des documents et ça vous permet en général de faire une troisième partie, que ce soit en histoire ou en géographie. J'en ai fini pour la présentation des épreuves. Alors on va commencer avec le thème 1, des cartes pour comprendre le monde. J'allume les lumières. Voilà. Je serai mieux. Ce thème, il est central. Il vous aidera à faire une bonne étude critique de documents en présentant bien des planisphères, puisqu'on a travaillé sur les cartes et les critiques des cartes. D'accord? Comment peut-on critiquer une carte? De quel type de carte s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un planisphère de projection Mercator ou de projection polaire, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire sur le document? Et ce chapitre, il est essentiel aussi pour avoir quelques connaissances dans le domaine économique. Ça permet de connaître en économie la mondialisation. Et je vous rappelle la définition de mondialisation. Sachez que c'est d'Olivier Dollfus et sachez que c'est un processus historique d'augmentation des échanges à travers le monde qui se traduit par une hiérarchisation entre les territoires et une interaction entre ces territoires. Toujours dans cette partie économique, il y a une autre notion clé qu'on va retrouver dans plein de cours, l'idée que le monde est en réseau. Et effectivement, quand on fait le cours sur pôle, acteur, débat de la mondialisation, eh bien, ce cours sur les flux, acteurs, débat de la mondialisation montre qu'il fonctionne en réseau. Les pôles de ce réseau, ce sont les métropoles, ce sont les FTN dans ces métropoles, et puis les arcs du réseau, ce sont les flux qui sont structurés souvent par les routes maritimes pour les flux matériels ou par des systèmes de câbles pour les flux immatériels. Et cette dernière partie sur la mondialisation insiste sur les écarts de développement entre pays.
et que ces écarts de développement ont favorisé un processus de mondialisation qu'on appelle la DIPP, Division internationale des processus productifs, et puis aussi les IDE, investissements directs étrangers, les investissements que des grandes FTN réalisent dans d'autres pays, soit pour vendre leurs produits, soit pour les fabriquer. D'accord? Donc ce premier cours sur la mondialisation, il vous donne quand même des concepts clés que vous allez réutiliser dans tous les autres cours. On parle de la mondialisation partout. D'accord? Mondialisation économique partout. La partie suivante, qui était sur la politique. Eh bien, la politique, c'est l'étude des rapports de force entre États. Et donc, les tensions politiques, ça va vous servir autant pour l'histoire, montrer qu'il y a une grande diversité des tensions politiques, que pour la géographie. Donc, pouvoir dire ce qu'est la géopolitique, c'est important. De la même manière, le cours sur la grille géoculturelle, eh bien là, c'est bien présenté aussi un thème qui est très présent dans tous les autres sujets. Parce que on montre que la mondialisation a créé de l'uniformisation culturelle. C'est l'idée du village global de McLuhan, qu'on retrouve sur le cours des Amériques, par exemple. Quand on vous parle de la mixité culturelle des grandes villes, bien ça, c'est l'uniformisation culturelle. Qu'on retrouve dans le cours sur le Japon-Chine, quand on parle que le rayonnement du Japon et de la Chine passe par le Cool Japan pour le Japon avec ses productions de manga, etc., par les grands événements sportifs pour la Chine. Ça va sur le cours États-Unis, qui ont un soft power énorme, Brésil aussi, avec leur musique, avec leurs telenovelas, etc. Donc, avoir une petite idée de ce qu'est cette question géoculturelle. D'un côté, on a l'uniformisation, idée de McLuhan, et de l'autre côté, on a diversité culturelle. Parce que la diversité culturelle, elle continue à exister, hein, il y a encore beaucoup de langues dans le monde, et bien ça peut vous servir dans tous les autres cours de géographie. Important. Et puis, la question environnementale, elle est très liée au concept de développement durable. Et le développement durable, je ne vous redis pas ce que c'est, mais il faudrait pouvoir le développer. Ok? C'est le cas de le dire. Et savoir que, eh bien, il y a des grandes conférences internationales autour du développement durable. Donc, d'une certaine manière, c'est des questions de régulation de la mondialisation. Parce que derrière le développement, derrière les questions d'environnement, il y a les questions d'énergie et les questions de pollution qui sont liées aux productions industrielles. Donc, citer la COP21 à Paris en 2015, par exemple. Donc, ce premier cours, il permet de critiquer les documents avec la présentation de cartes et il permet aussi d'avoir des petits concepts, des petits outils qui vous resserviront dans tous les autres cours. Voilà pourquoi il faut le réviser. Ensuite, le deuxième thème. Bon, sur les Amériques. Le continent américain entre tension et intégration régionale. Eh bien là, clairement, on est dans un plan par thème et par échelle. Puisque la première partie, elle est sur les tensions par échelle. À l'échelle de tout le continent américain, la tension qui domine, c'est avec les États-Unis. Et puis à l'intérieur de la partie, on va avoir de l'économique, du politique, du culturel. Ensuite, on va trouver des tensions entre États. Ensuite, on va trouver des tensions à l'intérieur des États. Pensez aux FARC en Colombie et puis toutes les mafias. Et quand on passe à la partie intégration, là, à nouveau, on va avoir une chose qui est en fait thématique, mais qui est aussi par échelle, puisqu'on va avoir les intégrations qui sont de nature politique et économique, les organisations régionales à différentes échelles. On va avoir les intégrations qui sont par les flux, donc plutôt les flux divers, hein, économiques et culturels aussi, puisqu'on a les flux de personnes. Et puis on a les intégrations à l'échelle locale dans les métropoles. D'accord? Donc ce cours-là, il est clairement pensé par échelle et par thème. On passe directement au chapitre suivant. États-Unis, Brésil, rôle mondial et dynamique territoriale. Je vous l'ai dit, hein, vous pouvez tomber soit sur États-Unis, Brésil, rôle mondial, soit sur États-Unis, Brésil, dynamique territoriale, soit sur un sujet qui serait les deux. Bon, ce qui serait plus rare. Normalement, hein, ça doit être divisé en deux, mais tout peut arriver. À nouveau, là, hein, on va avoir un plan très thématique, d'accord, avec dans un premier temps un plan sur les États-Unis, montrer pourquoi c'est un leader mondial politique, économique, culturel. Brésil, pourquoi c'est un leader
plutôt régional, explication politique, économique, culturelle. Okay. Et puis, dans les deux cas, critique de ce rayonnement. Et ensuite, sur les dynamiques territoriales, là, on a un plan qui demande un peu plus d'attention de votre part, puisque c'est un plan qui est thématique avec une comparaison États-Unis-Brésil à chaque fois. Okay. Dans un premier temps, autour de la géohistoire, l'histoire de l'occupation des espaces. Dans un deuxième temps, autour des métropoles, montrer que ce sont des espaces très métropolitains et que les dynamiques, elles sont surtout autour des métropoles. Et dans un troisième temps, autour des dynamiques des territoires, les territoires qui gagnent, les territoires qui perdent. Donc ce cours-là, il faut y porter un peu plus d'attention sur les dynamiques parce que c'est plus uniquement par échelle et par grille de lecture. Attention. Ensuite, on passe à la question de l'Asie. L'Asie du Sud et de l'Est, les défis de la population et de la croissance. L'enjeu du sujet, c'est vraiment de pouvoir montrer que la population est très liée à la croissance et que s'il y a une forte croissance, c'est grâce à la population. Okay. Donc, il va falloir faire un plan un peu thématique avec une première partie qui va permettre de présenter la démographie de la région, montrer que c'est exceptionnel pour qu'il y ait défi. Et ensuite, région très peuplée, etc. Une deuxième partie qui va montrer que la croissance est liée à la population. Souvenez-vous, cette population jeune, nombreuse, bien formée, peu syndiquée, peu revendicative, qui fait qu'il y a eu une croissance très forte grâce à cette population nombreuse et jeune et au contrôle des États. Et puis, c'est une région qui a attiré beaucoup d'investisseurs pour les mêmes raisons. Mais dans un troisième temps, il faudra quand même dire que s'il y a le mot défi, défi, ça veut dire que ce n'est pas complètement réussi et qu'il reste encore des défis en matière de développement. Le développement, c'est la croissance économique qui bénéficie à la population. Eh bien, un sujet qui est population-croissance, forcément, il faudra parler du développement. Troisième partie, donc montrer les enjeux du développement qui restent à dépasser pour cette région. Ce sera la même chose pour l'Afrique. Ensuite, Japon-Chine, j'en ai déjà un peu parlé, un plan clairement par échelle et par thème, politique, économique, culturelle. Le Sahara, ressources et conflits, alors là, finalement, le titre vous donne le plan, puisque dans une première partie, il va falloir dire que c'est un espace riche en ressources. Dans une deuxième partie, dire que c'est un espace qui a beaucoup de conflits. Et expliquer que les conflits sont liés aux ressources. Mais pas seulement. On se bat pour avoir le contrôle des ressources. On est en guerre civile pour contrôler les ressources. Mais il y a d'autres raisons aussi qui expliquent ces tensions. Il y a des raisons aussi très culturelles, qui sont des peuples qui vivent dans le même État, mais qui ne se sentent pas de l'importance du même État. Pour ce sujet, je vous invite à lire l'actualité, sur la question du djihadisme, du terrorisme, sur la question aussi du conflit au Sahara occidental, puisqu'il est toujours d'actualité ce conflit. Voilà, et ensuite sur le continent africain, eh bien un continent africain face au développement et à la mondialisation, trois parties à nouveau. Première partie qui montre les freins au développement, aux différentes échelles, puisqu'on a l'échelle du continent, 3% des échanges mondiaux, le PIB de la ville de Tokyo. On a aussi des difficultés plus ou moins marquées selon les États. Donc si on passe à l'échelle des États, il va y avoir des États particulièrement en crise. Ça va être le cas notamment des États du Sahara, qui sont des États en grande difficulté. Et puis il va falloir expliquer les facteurs de ces difficultés. Donc facteur politique, l'insécurité politique, un facteur économique, les difficultés économiques accumulées depuis de nombreuses années, et puis un facteur culturel, il n'y a pas grand-chose à en dire. Dans une deuxième partie, la question de l'intégration de la mondialisation, n'hésitez pas à citer Jean Ping là-dessus. Et à nouveau, sur l'intégration dans la mondialisation, pensez à l'échelle du continent, à l'échelle des États avec les lions africains, et puis les métropoles dans chaque État. Donc, voilà. Pensez à développer l'exemple du Botswana, qui est très important. Et c'est là où le sujet est difficile. Il faut quand même faire une troisième partie pour expliquer ce qui risque de s'aggraver dans le futur.
c'est-à-dire les défis futurs, un peu comme pour l'Asie, en pensant beaucoup à la question de l'explosion démographique. Le continent africain va voir sa population plus que doubler d'ici à 2050. Ça pose des problèmes. Est-ce que le continent va être capable de le surmener? Voilà, donc cette troisième partie, elle est centrale. Ensuite, on passe au thème sur la mondialisation. Donc le thème sur la mondialisation, là, eh bien, le premier thème qui est acteurs, flux et débat, bah, ça fait les parties. Une partie sur les acteurs étatiques, acteurs privés. Une partie sur les flux, j'en ai déjà parlé. Une partie sur les débats. Et les débats économiques, politiques, culturels, environnementaux. Très important. Et qui porte ces débats? Les ONG, ce qu'on appelle la mouvance altermondialiste, qui veut une autre mondialisation. Et puis les territoires de la mondialisation, là c'est clairement du plan par échelle qui sera attendu dans une copie. Voilà pour la géographie, hein. Vous avez remarqué qu'il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent. La question de la mondialisation, elle revient à beaucoup de reprises. Et donc le premier cours, il est central pour bâtir les plans des cours suivants. Maintenant, je vais passer à l'histoire. En histoire, on ouvre le bal avec le sujet le plus dur, l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle ce qui est très important dans ce sujet, c'est de pouvoir citer des noms d'historiens, d'accord? Et de pouvoir bien faire la différence entre mémoire et histoire. Si vous êtes capable de citer des noms d'historiens et faire la différence entre mémoire et histoire, vous avez déjà gagné. Ensuite, le plan, il est simple. Le plan, il est chronologique. Il montre qu'on passe d'une mémoire de la résistance, où tout le monde pensait que la France avait été uniformément résistante, jusqu'aux années 70, ce qu'on appelle le résistentialisme, à une mémoire de la collaboration et de la Shoah, dans les années 70, c'est ce qu'on appelle le miroir brisé. Et là-dedans, on citera Robert Paxton, grâce aux sources allemandes qu'il avait, il a pu montrer la vérité de la collaboration. Et on citera Raoul Hilberg, par exemple, le procès Eichmann, pour la question de la Shoah. Et ensuite, dans une troisième partie, la complexification de cette mémoire, okay, face à, comment je l'avais intitulé, face à l'omniprésence mémorielle. Rappelez d'abord, dans une première partie de ce grand 3, qu'il y a une codification de la mémoire par l'État qui a été assez mal acceptée par les historiens. Dans une deuxième partie, qu'il y a eu de nouveaux sujets d'histoire qui sont ressortis à cette époque-là et qui ont montré qu'en fait les Français n'étaient ni complètement collaborateurs ni complètement résistants, mais c'est ce qu'on appelle la France grise. Ils étaient attentistes, ok ? Et que ça a permis de faire naître de nouvelles mémoires, hein, notamment la mémoire de Zigan, la mémoire des combattants des colonies, et puis dans une troisième partie, de dire que c'est dans les années 90 qu'on s'intéresse à la mémoire comme un objet d'histoire. Alors qu'avant, on ne s'intéressait pas trop à la mémoire comme objet d'histoire. Voilà. Donc, bien faire la différence entre histoire, mémoire, et pouvoir citer des historiens dans toutes les parties sur ce sujet, et montrer ce qu'ils ont apporté à la connaissance de la Seconde Guerre mondiale. Voilà l'enjeu. Le deuxième sujet, il est beaucoup plus simple. Les États-Unis et le monde depuis 1945. Il s'agit de montrer pourquoi c'est une puissance et comment cette puissance a évolué depuis 1945. Donc, un plan qui est chronologique avec l'avant-guerre froide 45-47, la construction d'un nouvel ordre mondial. Et cette construction d'un nouvel ordre mondial, on la retrouvera pour la gouvernance économique mondiale. Ensuite, la période de la guerre froide avec deux parties. Une partie où les États-Unis s'imposent avec cette idée de la destinée manifeste qui avait été pensée, remise au bout du jour par Truman, parce qu'en réalité elle est plus ancienne. Et puis les années 70, c'est l'affaiblissement de la puissance américaine. Et enfin, une troisième partie sur l'après-guerre froide et finalement l'évolution de la puissance américaine dans un monde qui devient multipolaire.
une puissance dans un monde qui est multipolaire. Donc, un plan très chronologique de cette troisième partie. 91-2001, une hyperpuissance, gendarme du monde, qui règle les conflits, notamment au Moyen-Orient. 2001-2008, une puissance affaiblie, traumatisme du 11 septembre 2001, décrivez les tours qui s'effondrent. Et 2008 à nos jours, l'arrivée d'Obama, une figure plutôt populaire, on le voit beaucoup en ce moment avec des journaux qui font leur une autour d'Obama, le président du siècle presque, ok, qui a redoré la puissance américaine mais qui l'a aussi modifiée, puisque c'est une puissance qui s'intéresse beaucoup plus au Pacifique maintenant qu'à l'Atlantique et aux vieux conflits du Moyen-Orient. Ensuite, on passe au cours sur la Chine. Le cours sur la Chine, de la même manière, c'est comment la Chine est devenue une puissance. Et là, il y avait deux périodes à dominer. La période Mao, 49 jusqu'en 76, et la période Deng Xiaoping jusqu'à nos jours, avec l'évolution vers une grande puissance économique. Dans la période Mao, bien se souvenir du rapport complexe avec l'URSS. Dans un premier temps, le pacte sino-soviétique qui va l'aider vraiment à se développer. Et dans un deuxième temps, la rupture et la tentation d'un développement original, avec les deux grandes politiques de Mao qui ont été des échecs incroyables, le grand bond en avant, hein, famine horrible, et puis la révolution culturelle où on massacre tous les opposants ou les soi-disant opposants politiques. Et puis la période post-76, hein, c'est la naissance d'une puissance économique, mais ce n'est pas une puissance complète, puisqu'elle est toujours très critiquée, notamment dans les démocraties occidentales. Et donc ça, c'est un problème pour la Chine, cette critique qui est liée à son autoritarisme. Voilà. Le chapitre sur le Moyen-Orient. Le chapitre sur le Moyen-Orient, il est complexe. Je n'ai pas encore corrigé vos copies, mais je pense que je vais m'en rendre compte en les corrigeant. Vous ne pouvez pas faire un plan chronologique, c'est trop difficile. Il faut faire donc un plan thématique autour de trois grands thèmes. Le premier thème, c'est les ressources pour expliquer les conflits. Et là, pensez sous-thème, l'eau, le pétrole. Et à l'intérieur de chaque partie, il va falloir remettre de la chronologie. Montrer comment, de 1945 à nos jours, le pétrole a toujours été une source de conflit. Deuxième thème, c'est la culture, avec les peuples et les religions. Montrer qu'il y a une grande diversité culturelle depuis 1945, même avant, depuis toujours. Et que cette diversité culturelle, eh bien, elle est cause de multiples conflits à différentes échelles. Et à nouveau, il va falloir faire une présentation chronologique de la question dans ce thème, en insistant beaucoup sur le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien. C'est là où on vous attend, d'accord, dans cette deuxième partie. Et une troisième partie autour de la faiblesse des États comme cause de conflit. Des États qui sont affaiblis après la colonisation. Et donc, dans cette troisième partie, il va falloir insister sur l'islamisme, hein, la naissance de l'islamisme, et bien faire la différence entre islam et islamisme. Là, c'est pareil, c'est fondamental, hein, dire bien que l'islamisme est une idéologie politique qui vise à imposer l'islam à une société. D'accord? Mais par la politique, c'est une idéologie, c'est pas une croyance. On se sert de l'islam comme un instrument politique. Rappelez que c'est dans les années 70, avec la révolution en Iran et le renversement du Shah d'Iran, qu'elle s'impose et qu'elle a aujourd'hui diverses formes qui vont de l'État islamique, groupe terroriste, à des partis politiques dans des États. Pensez par exemple à la Tunisie, d'accord, ou au Maroc, exemple récent, puisque le parti islamique du Maroc a gagné les élections parlementaires. Voilà, donc il y a une grande diversité, mais ça, l'islamisme, on attendra que vous en parliez dans la troisième partie. Ensuite, le thème 4 sur les gouvernances, donc sur la question de la place de l'État, finalement, comme structure pour faire de la politique. Donc montrer l'évolution de la montrer l'évolution
rôle de l'État en France, avec trois parties finalement. Une première partie où il s'agit après-guerre de reconstruire un État démocratique. Une deuxième partie sous De Gaulle où il s'agit de faire un État fort très interventionniste qui va s'occuper de beaucoup de domaines de la société avec une administration importante. Et puis, à partir des années 70-80, un État qui devient un État plus faible, d'accord, qui laisse un certain nombre de compétences. La décentralisation est un terme important à expliquer, et puis la critique de l'État, hein, qui est liée à ce recul dans un certain nombre de compétences, est évidemment à développer dans une autre partie. Le cours sur l'Europe, il est complexe parce qu'il n'est pas chronologique complètement, il est thématico-chronologique. 92 à nos jours, en gros, il faut montrer comment a évolué la gouvernance européenne jusqu'à aujourd'hui. Montrer pourquoi 92 est une date importante, parce que c'est la naissance d'une gouvernance réellement politique. Alors qu'avant, l'Europe était un projet, une réalité plutôt économique. En 92, avec Maastricht, ça devient une union clairement politique. Dans une deuxième partie, montrer que cette union politique, elle hésite entre le fédéralisme et l'intergouvernementalisme et qu'elle trouve sa route dans ce qu'on appelle le néo-fonctionnalisme. Je vous avais dit une Europe des petits pas, une Europe du consensus entre des États qui ont des visions très différentes de ce projet européen. Je vous avais parlé des trois Europes, hein, cette Europe plutôt du Nord, cette Europe plutôt libérale et austère au niveau financier, cette Europe du Sud qui est plutôt sociale, et cette Europe de l'Est qui est elle aussi très libérale, mais plutôt hostile aux politiques d'aide à l'égard des pays européens en difficulté. Donc la deuxième partie hein, sur les visions du projet, la troisième partie sur une Europe aujourd'hui qui semble en crise. Une crise qui est à la fois une crise des États qui critiquent le projet européen, d'une Europe à la carte, des États qui ne participent pas à toutes les politiques européennes, c'était le cas en particulier du Royaume-Uni, et puis une critique qui est une critique des peuples. Et là, on attendra le terme d'euroscepticisme, et évidemment, à nouveau, vous parlerez de deux choses dans cette critique des peuples. Le référendum français de 2005, qui refuse la Constitution européenne, et donc qui refuse l'Europe fédérale, et le Brexit de cette année, 2016, qui marque carrément le rejet complet du projet européen. Et ensuite, le dernier chapitre sur la gouvernance économique mondiale, donc rappeler ce qu'est la gouvernance et montrer qu'il y a une évolution de 75 à nos jours, avec grosso modo de 75 à la fin des années 90, l'âge d'or du néolibéralisme avec une domination de la triade, et de la fin des années 90 à nos jours, un projet toujours libéral, ça c'est vrai, mais avec plus de régulation, en tout cas une volonté de plus de régulation, et un projet clairement multipolaire, puisque là, on intègre beaucoup de projets du Sud, beaucoup de pays du Sud, pardon, dans cette gouvernance mondiale, avec notamment les ouvertures de l'OMC à la Chine, ou la naissance du G20 en 1999. Et dans une dernière partie, dire que c'est un projet qui est critiqué. Et là, ça rejoint le cours de géographie sur les critiques de la mondialisation. Voilà, j'en ai fini pour les grandes idées du programme d'histoire et de géographie. Pour finir, quelques conseils utiles en vue du bac. D'abord, relisez vos copies. Pas toutes, mais des exemples sur chaque thème, sur chaque type d'exercice. D'accord? Pour voir là où vous avez fait des erreurs. Ce que je vous ai donné comme remarque. Et quand vous avez relu la copie sur un thème particulier, relisez bien la correction qui va avec, pour voir comment vous auriez pu vous améliorer. Pour être dans le concret, vous confronter au réel. Voilà, ça c'est peut-être le meilleur exemple. Et ensuite, le petit jeu des pronostics. Donc le petit jeu des pronostics sur la géographie, c'est de vous dire que la question de la Chine-Afrique, elle revient très souvent. Donc il faut avoir des exemples précis là-dessus, parce que il pourrait très bien y avoir un croquis ou un sujet sur l'Afrique, et il pourrait très bien y avoir un croquis ou un sujet sur l'Asie. Et par ailleurs, quand
en épreuve majeure la géographie tombe, il y a systématiquement un sujet du thème général sur la mondialisation. Soit le produit, soit acteur flux débat, soit territoire. Mais toujours. Donc commencez par réviser ça. Puisque si c'est la géographie qui tombe en majeur, forcément, il y aura un de ces sujets-là qui va tomber. Enfin, forcément. Non, rien n'est jamais forcé, mais en tout cas, l'expérience passée tendrait à penser ça. Sur les croquis, révisez bien le croquis sur l'Afrique. D'accord? Puisque ce croquis-là, je ne vous l'ai pas donné par hasard, hein, il est quand même tombé à plusieurs reprises. Et puis révisez un des deux croquis, bien, hein, sur soit les territoires, soit les acteurs et flux. Peut-être d'ailleurs plutôt celui sur les acteurs et flux. Enfin, un des deux. Voilà. Les autres croquis, évidemment, hein, ils peuvent tomber, mais tout peut tomber, bien sûr. Mais je pense que bien réviser l'Afrique et la Chine, c'est important. Pour les cours en histoire, il faut, à mon avis, bien réviser le chapitre États-Unis et monde, Chine et monde, Moyen-Orient, et puis les chapitres de gouvernance, gouverner la France, et puis gouverner le monde, peut-être même avant de gouverner le monde, avant de gouverner la France. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. Je vais poster ça, et puis voilà. Bon courage pour vos révisions. Appuyez-vous sur mes fiches si vous n'en avez pas fait par ailleurs. Quand vous en avez fait par ailleurs, regardez quand même mes fiches pour vérifier que vous n'avez pas des termes clés qu'il vous manque. Relisez quelques exemples de copies. Dormez bien. Organisez votre temps de travail pour avoir le temps de vous aérer l'esprit, de faire autre chose. Faites un peu de sport et tout ira bien. Je vous souhaite de bonnes vacances.